Nous sommes à 8% de notre objectif. Enfin, nous avons atteint 8% de notre objectif. Donc, il nous reste encore 92% du chemin à faire. On doit le faire dans les 100 prochains jours minimum. OK? Donc, les 100 prochains jours, on a déjà consommé à peu près une vingtaine de jours. Il nous reste à peu près 80 jours pour notre projet. Toutes les informations sont en description de la vidéo. On en parlera également à la fin de cette vidéo aussi. Donc, il y a un réflexe naturel presque automatique chez tout investisseur qui regarde une entreprise dont les revenus ont cru de 92% en un an. Le réflexe dit, à un moment, certainement, ça va s'arrêter. Parce que 92%, on ne peut pas l'avoir chaque année. Les cycles de dépenses technologiques ont toujours eu un début et une fin. Les entreprises surinvestissent, les capacités s'accumulent, les budgets se contractent et les fournisseurs de hardware souffrent. C'est ce qui s'est passé avec les serveurs dans les années 2000. C'est ce qui s'est passé avec les équipements réseau, avec la bulle Internet. C'est ce qui s'est passé avec les smartphones quand la saturation du marché a freiné les cycles de remplacement. Ce réflexe est bien calibré. Il a protégé des investisseurs face à des pertes importantes dans des dizaines de cycles technologiques. Et c'est exactement pourquoi il est dangereux appliqué aujourd'hui à Nvidia. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je trouve que si vous appliquez ce cycle, ce pattern-là sur Nvidia en date d'aujourd'hui, je pense qu'on est en train de faire une erreur. Et pour ceux qui me connaissent vont se dire, mais comment ça, il a changé d'avis? Nvidia n'est plus cyclique? Non, Nvidia reste cyclique. Mais on va regarder autre chose. Ne soyons pas pressés. Alors, pas parce qu'Nvidia est immunisé contre les cycles, pas parce que la croissance de 92% va durer éternellement, 92% d'une année à une autre, ok? Attention, ok? Mais parce que le mécanisme qui produit cette croissance est fondamentalement différent de celui qui a produit les cycles précédents. Et confondre les deux, c'est appliquer la bonne grille de lecture au mauvais problème. Commençons par les chiffres, parce qu'ils posent la question plus clairement que n'importe quel argument. Au trimestre d'avril 2026, Nvidia a généré 75,2 milliards de dollars de revenus dans son segment Data Center, en hausse de 92% sur un an. Ce segment représente désormais 92%, oui, c'est pas une erreur, croissance de 92% d'une année à une autre et il représente aujourd'hui 92% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. La marge brute GAAP atteint 74,9% en expansion de 160 points de base par rapport au trimestre précédent. Le free cash flow atteint un nouveau record ici aux alentours de 48,6 milliards de dollars, soit une marge de free cash flow de 59,6%. Et la guidance pour le trimestre de juillet annonce 91 milliards de dollars de revenus au-dessus des attentes du consensus. Et attention, ce n'est pas 91 milliards au-dessus, mais le 91 milliards attendu est au-dessus des attentes ici du consensus avant la publication des résultats. Donc ces chiffres sont extraordinaires, mais ce n'est pas ça qui est analytiquement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la structure interne du segment Data Center. Ces 75,2 milliards de dollars se repartissent en deux moitiés quasi égales. 37,9 milliards de dollars venant des hyperscalers. Google, Microsoft, Amazon, Meta, vous pouvez même rajouter également du Oracle. Et 37,4 milliards de dollars venant de ce que Nvidia appelle lui-même ACIE. Pour ceux qui ont écouté le conference call, vous connaissez la signification. OK? Donc, provenant du segment ACIE, c'est-à-dire les entreprises et les nations souveraines qui construisent leur propre infrastructure IA. Ça peut être des entités comme Nebius. Ça peut être des entités indépendantes, peut-être indépendantes comme Salesforce. Ça peut être des pays entiers ou bien des régions géographiques entières. Peut-être ça peut être l'Union européenne, ce genre de choses. Donc, ils représentent un autre segment différent des hyperscalers. Alors, cette répartition 50-50 est le chiffre le plus important du trimestre. Pas la croissance de 92%, on s'en fout de cette croissance-là. OK? C'est important, hein, mais ce n'est pas ça qui retient notre attention. Et ce n'est pas non plus la marge record. C'est le fameux 50-50 qui retient mon attention. Ça, ce n'est que mon avis de manière générale. Parce qu'il y a un an, la dépendance aux hyperscalers était le risque central du dossier Nvidia. Si Google, Microsoft, Amazon et Meta décidaient collectivement de ralentir leurs investissements en GPU, Nvidia était exposé. C'était le scénario du cycle classique. Surinvestissement des grands acheteurs, pause, correction des commandes, chute des revenus. Aussi simple que ça. Le 50-50 dit que ce scénario est structurellement moins probable qu'avant. Il n'est pas impossible, il est moins probable. Parce que même si les hyperscalers ralentissaient demain,
L'autre moitié de la demande viendrait d'entreprises industrielles, de banques, de gouvernements et de nations entières qui construisent leur souveraineté numérique sur l'infrastructure NVIDIA. Ce sont des acheteurs avec des cycles budgétaires différents, des logiques d'investissement différentes et des calendriers de déploiement qui ne se synchronisent pas avec ceux des hyperscalers. La diversification de la base client est la première raison pour laquelle la grille du cycle semi-conducteur classique ne s'applique pas ici. Mais ce n'est pas la principale. La principale, c'est le pipeline produit. Et c'est là où je voulais en venir. Et pour comprendre pourquoi, il faut changer de perspective. La plupart des fabricants de semi-conducteurs vendent un produit. Les clients achètent ce produit quand ils en ont besoin, évaluent les alternatives, négocient le prix et passent leur commande. C'est un marché transactionnel. La relation entre le fournisseur et le client, elle est ponctuelle. Et quand un cycle se retourne, le client arrête d'acheter. Aussi simple que ça. NVIDIA ne fonctionne plus comme ça. NVIDIA vend une feuille de route. Blackwell Ultra est disponible maintenant. Rubin arrive mi-2026. Rubin Ultra arrive en deuxième moitié de 2027 et verra le CPU propriétaire de NVIDIA qui cible 20 milliards de dollars de revenus individuels, donc standalone. Uniquement cette partie CPU en 2027 ouvre un marché agressable de 200 milliards de dollars supplémentaires. Et quand je dis 2027, faites attention, NVIDIA a un exercice fiscal décalé. Actuellement, on parle de l'année fiscale 2027 pour NVIDIA. Donc, quand je mets full year 2027, on parle d'année fiscale. Quand je parle ici de Rubin, par exemple, c'est vraiment 2027. Quand je parle de Rubin, c'est vraiment 2026. Donc, l'année actuelle, Rubin Ultra, c'est vraiment 2027. OK? Mais quand je parle des CPU, d'NVIDIA, etc., c'est le trimestre, c'est l'année en cours, là. Donc, celui qui inclut le trimestre précédent également. Donc, ce marché des CPU ouvre à près de 200 milliards supplémentaires. Vous vous rendez compte? On parle de CPU. NVIDIA est spécialiste des GPU. 20 milliards de dollars sur la première année. C'est incroyable. Littéralement. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai dû faire waouh. Et les CPU par rapport aux GPU, c'est un peu différent. Parce que là, rappelez-vous, les hyperscalers achètent pour l'entraînement et l'inférence. L'inférence, c'est un marché plus grand que l'entraînement. Posez-vous la question de savoir les CPU. C'est à quel niveau? Je continue. Donc, ce pipeline cadencé crée un mécanisme que les métriques traditionnelles ne capturent pas. Quand un hyperscaler ou bien une entreprise planifie son infrastructure IA pour les 3 prochaines années, il ne planifie pas en fonction de ses propres besoins abstraits. Il planifie en fonction de ce que NVIDIA va livrer et quand. Donc, la feuille de route d'NVIDIA devient le calendrier de référence de l'ensemble de l'industrie. Et voilà où le lock-in devient visible. Un client a structuré ses plans d'infrastructure autour de Rubin. Un client qui a structuré, qui a structuré ses plans d'infrastructure autour de Rubin ne peut pas facilement basculer vers un concurrent 6 mois avant la livraison. Pas parce que le contrat l'en empêche, non. Pas parce que les données sont piégées dans un système propriétaire, mais parce que ces équipes d'ingénierie ont été formées sur l'architecture NVIDIA. Parce que ces logiciels ont été optimisés pour CUDA, l'environnement de programmation propriétaire d'NVIDIA, et parce que changer de fournisseur au milieu d'un cycle de planification signifie repousser ses propres projets de plusieurs trimestres. C'est un switching cost temporel et le coût de partie n'est pas financier. C'est du temps perdu dans une course où le temps est l'actif le plus rare. Et NVIDIA renforce ce mécanisme à chaque génération. Rubin Ultra promet 35 fois plus de débit d'inférence que Blackwell. Pour un client dont l'avantage concurrentiel dépend de la vitesse de ses modèles d'IA, rater une génération de GPU d'NVIDIA, c'est potentiellement laisser un concurrent prendre une avance décisive. Donc la pression à rester dans l'écosystème ne vient pas de NVIDIA, elle vient du marché en lui-même. Okay? Donc, c'est fondamentalement différent d'un cycle de dépenses technologiques classique où le client achète ce dont il a besoin aujourd'hui et peut attendre demain. Ici, attendre à un coût compétitif réel et immédiat. Il faut cependant nommer les risques sans les minimiser.
Parce qu'il y en a toujours. Les tensions géopolitiques avec la Chine représentent une contrainte réelle sur les revenus exportables. Les restrictions d'exportation ont déjà réduit l'accès de Nvidia à l'un des marchés les plus importants du monde et une escalade pourrait aggraver cette situation. La concentration de la clientèle reste élevée malgré la diversification. Et je vous rappelle que c'est le narratif qu'Nvidia nous vend aujourd'hui. Oui, certes diversifié, mais on est toujours concentré parce que les 4 hyperscalers représentent encore la moitié des revenus data center. Et la concurrence en solutions spécialisées, AMD, Intel et surtout les puces maison des hyperscalers comme les TPU chez Google ou bien Trainium sur Amazon progresse également. Ce ne sont pas des risques théoriques, ce sont des contraintes actives en date d'aujourd'hui. Mais voilà ce que les risques ne remettent pas en cause. Le mécanisme de lock-in temporel via le pipeline produit. Même si AMD livre un GPU compétitif demain, les clients qui ont planifié sur Rubin ne basculent pas du jour au lendemain. L'inertie de planification est réelle et mesurable en trimestre et non en semaine. Alors, voilà la vraie question que ce dossier pose à un investisseur. Est-ce que tu sais évaluer la profondeur du lock-in de Nvidia sur ses clients ? Pas en lisant les communiqués de presse sur l'écosystème CUDA, pas en comptant les data centers déployés, mais en analysant concrètement. Combien coûte réellement à un hyperscaler de changer de fournisseur de GPU en milieu de cycle? Ça, ce sont des questions qu'un investisseur long terme se pose. Combien de trimestres de retard cela représente-t-il? Ça, ce sont des questions qu'un investisseur se pose. Quelle fraction, on peut dire ici, quel impact sur ses propres délais de mise sur le marché? Ce sont des éléments qu'on doit également se poser. Ce sont des questions qu'on devrait se poser pour une thèse d'investissement à long terme. C'est exactement ce que le prompt Top Invest dénommé « Les clients sont-ils prisonniers ?» Et je rappelle que c'est un prompt premium. Je rappelle ici que les prompts nous permettent ici de financer notre projet. On a 2 types de prompts. Les prompts de base qui ne sont pas moins intéressants que les prompts premium. La différence entre les deux, c'est que le premium, il va vraiment encore plus en profondeur. Bref, vous les avez en description de la vidéo. Ceux qui prennent la bibliothèque de base ou bien celle des prompts premium ici, vous avez une chose que vous recevez en date d'aujourd'hui, donc la bibliothèque de prompts, et vous recevez également quelque chose lorsque le projet sera mené à bien. De toutes les façons, je vous garde informé par rapport à l'évolution de ce projet-là. Actuellement, nous avons atteint 8% de financement. Il nous reste 92%. Ça fait à peu près 20 jours. Techniquement, on aurait déjà dû atteindre 20%, les amis. On doit aller très rapidement. Je me suis donné 100 jours pour qu'on puisse l'atteindre. On a plus de 15 000 abonnés, les amis. C'est totalement possible, ok? C'est une somme, laissez-moi vous le dire ici. Voilà, par rapport à ce que vous allez obtenir après, le gain de temps, quantifiez-le. Je pense que ça vaut bien plus que ce qui est mentionné présentement, ok? Donc, en description de la vidéo, si vous avez des questions, vous allez dans le groupe School de manière générale. Et comme je le disais tantôt, le prompt Premium Top Invest, intitulé « Les clients sont-ils prisonniers ?» te force à construire ce type de raisonnement. Il ne te demande pas si Nvidia est une bonne entreprise. Non, il te demande d'analyser les switching costs réels, couche par couche, techniques, opérationnelles, contractuelles et temporelles. Il te force à évaluer la mission critical du produit pour chaque type de client, à mesurer la fréquence réelle de switch dans l'industrie et à identifier les conditions précises dans lesquelles le lock-in pourrait s'éroder. Appliqué à Nvidia, ce travail te permet de répondre à la seule question qui compte vraiment. Est-ce que la croissance actuelle repose sur une captivité structurelle ou sur une euphorie temporaire? La lecture sera différente parce que dépendamment de la réponse, vous n'allez pas analyser, vous n'allez pas utiliser le même multiple de valorisation de manière globale. Donc tu le trouves ici dans la bibliothèque de Prompt Premium Top Invest. Le lien est en description de la vidéo. Parce qu'en investissement, la différence entre un cycle et un changement structurel ne se voit pas dans les chiffres trimestriels. En tout cas, pas entièrement. Ne vous trompez pas. C'est important de suivre les chiffres trimestriels, l'évolution trimestrielle, séquentielle. C'est important. OK? Mais le changement profond, la différence entre un cycle et un changement structurel ne se voit pas dans les chiffres trimestriels. Elle se voit dans la profondeur du lien entre l'entreprise et ses clients. S'il y a plus de récurrence, si les clients planifient en fonction, de nos plans de sortie, de nos roadmap à nous le fournisseur, excusez-moi, la donne a complètement changé. Ça pourrait changer. Et attention, quand on dit changer, ça veut dire ici que le cycle pourrait durer plus longtemps que d'habitude. Mais on est quand même dans un cycle. Ne l'oubliez pas. Parce qu'ils ne sont pas fous, les gens d'NVIDIA. Ce n'est pas le premier cycle qu'ils traversent et donc ils sont rodés. Ils savent qu'on va pas sortir tous nos cartes maintenant.
On sort d'abord le niveau 1. Tout le monde achète le niveau 1. Waouh, c'est magnifique. OK? Ensuite, on te dit, ah, le niveau 1 était bien. Ça, c'est le niveau 2. Ça te permet de gagner 2 fois plus de temps que le niveau 1. Et si le temps est important pour toi, bah, techniquement, tu passes au niveau 2. Ils ont déjà préparé le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5. Donc, quand toi, tu arrives au niveau 2, les 3 générations suivantes sont déjà prêtes. OK? Et donc, tu vois, là où tu gagnais 2 fois plus de temps avec le niveau 2, avec le niveau 5, c'est 5 fois plus de temps. Si le temps est l'élément le plus important, bah, tu vois que tu auras tendance à construire ton infrastructure en fonction du roadmap d'NVIDIA. Voilà. Maintenant, parlons de valorisation. Et vous vous rappelez, j'ai parlé d'NVIDIA la dernière fois, c'était au mois de septembre de l'année 2025. Et dans cette vidéo, ça me fait rigoler aujourd'hui parce que j'ai parlé de la compagnie qu'on appelle Micron Technology, ici. Je vous avais dit que Micron Technology est une compagnie en croissance, mais également avec des chiffres très laids à voir. Mais en croissance néanmoins. Elle était à 156 $. Je parle de Micron parce que ça me fait rigoler quand les gens viennent me dire ici que ouais, mais la compagnie va arriver à 1000, machin, truc. Tu étais où à 150? Tu faisais quoi? Tu attendais quoi? Faites attention les amis. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls, les mémoires. Ça fait très longtemps que ce marché-là est structurellement en croissance, mais il reste cyclique. Refermons cette parenthèse-là. Au moins, vous savez avec qui vous parlez en date d'aujourd'hui. Parce qu'il faut lire vos rapports financiers, écouter les conférences calls. OK? Si vous voulez juste vous baser sur les chiffres du moment, etc., sachez bien que très souvent, la tendance de fond est visible sur les éléments sectoriels. Et je partage vraiment des analyses sectorielles, notamment avec mes abonnés Top Premium. Mais là, j'ai décidé pendant le financement ici, jusqu'à ce que le projet arrive enfin, pendant la période où on finance ce projet-ci. Comme je dis, ce n'est pas un financement à zéro, les amis. Vous recevez quelque chose aujourd'hui, je ne vous demande pas de l'argent, d'accord? Je vous donne quelque chose qui va vous permettre ici de gagner du temps dans vos processus d'analyse, ok? Et vous recevez également quelque chose dès que l'élément sera prêt. Point à la ligne. De toute façon, toutes les vidéos explicatives sont en description de la vidéo. Ce que je mentionnais ici, c'est que j'ai partagé les notes d'analyse. J'ai parlé de SPGI la dernière fois. Je partageais une note d'analyse dessus. Pas une note d'analyse sur SPGI, mais également une note d'analyse sectorielle qui couvre l'ensemble des entreprises qui opèrent ici dans tout ce qui concerne ici les différentes bourses ici. D'accord? Et quand on parle ici des bourses, on parle de Euronext, ICI, CBOE, mais également les fournisseurs des data. Les fournisseurs de data, vous avez les FactSet. Okay, qui sont dans les fournisseurs, qui font partie des fournisseurs de data. Okay? Donc, vous avez les MSCI, etc. Quelqu'un m'a posé la question de savoir entre MSCI et SPGI, qu'est-ce que je préfère? Bah, je prends SPGI de manière générale. Que ça aille bien ou mal, SPGI va avoir tendance à bien se comporter de manière générale. Okay? Augmenter de plus en plus le volume de dette, bah, il va falloir la noter. Bref, la vidéo, elle est disponible ici. Tout ceci pour dire que tout part de l'élément qu'on appelle l'analyse sectorielle. Et j'ai parlé de Dell également dernièrement. J'ai parlé de, comment on appelle encore ça, Generac, il y a très longtemps. Bizarrement, ce sont des entreprises que je n'achète pas moi-même. Parce que j'ai une prédilection pour certains types d'entreprises. Donc, je ne vais pas acheter toutes les entreprises qui peuvent être intéressantes pour moi. Mais voilà, mais je partage les avis et that's it. Et très souvent, l'analyse sectorielle ne ment pas, les amis. Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences sur l'ensemble des entreprises dans le même secteur d'activité qui font la même chose. Parce que par exemple, le secteur si vous lisez sur Google, vous devez lire sur Amazon. Si vous lisez sur Meta, vous devez lire sur Amazon. Si vous lisez par exemple sur Omnicom ou bien Publicis, vous devez lire sur Google, Meta, Amazon. Parce qu'ils sont concurrents dans une certaine mesure dépendamment des secteurs d'activité. Ok? Reformons encore cette... Je ne sais pas combien de parenthèses on fait ici, mais... Si vous regardez cette chaîne, les amis, c'est aller un peu plus loin que ce qui est souvent écrit dans la presse, etc. Plongez le nez dans les rapports. Vous n'avez pas le temps de le faire? Ok. Utilisez des prompts. Mais utilisez des prompts bien calibrés. Ok? Bref, je reviens ici à l'analyse quantitative qui est la partie la plus facile. Et je dis bien la partie la plus facile, mais sur NVIDIA, je vais vous dire une chose. Même si je ne pourrais pas dire que NVIDIA est surévalué. Je vois bien comment cette compagnie fonctionne. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas pendant combien de temps ils vont tenir, mais je préfère ne pas me dire ici que non, c'est surévalué. Non, je ne peux pas faire de normalisation sur NVIDIA. Parce qu'en fait, on a un nouveau secteur d'activité. Les data centers ont explosé littéralement. Ça existait déjà bien avant. Mais là, dans 5 ans, on va devoir parler de remplacement. OK? Peut-être qu'NVIDIA pourra en bénéficier à nouveau. OK? Donc, pour moi, je vais faire simple.
Nvidia en date d'aujourd'hui, je la regarde de deux manières. En regardant d'abord les cash flows opérationnels, 187 $ plus la dette plus le cash net ici. Pour moi, ça sera correctement évalué en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, si je prends les bénéfices nets ajustés, je pourrais les prendre à 25 fois les bénéfices. Mais 25 fois les bénéfices sous-entend qu'en partie, les bénéfices attendus en 2029, qui sont de 14,27 $ par action, pourraient être au moins au même niveau en moyenne sur les 25 prochaines années. Et quand je prends 15 fois les bénéfices, c'est la même chose. Donc pour moi, ici, me dire que, je dirais juste que pour me, voilà, couper la poire en deux, je reste neutre, Nvidia est correctement évalué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si je décide d'acheter cette compagnie, je pourrais l'acheter parce que les perspectives sont bonnes. Mais également, c'est au niveau de la pondération dans le portefeuille qu'il va falloir être prudent. Ok? On n'est plus à Nvidia de 2022. Ça a beaucoup monté en très peu de temps. Les gens sont habitués à voir des entreprises faire du x7 en une année. Sachez que faire une entreprise qui fait juste une croissance de 15% par an, c'est exceptionnel. Et donc, si vous avez juste une qui en fait 100, 2, 3, 4, 5 fois la mise de départ, 5 sur un an, bah, sachez que c'est exceptionnellement élevé. Ok? Ça ne sera pas tous les jours comme ça. Ok? Pour Nvidia, moi, je ne sais pas jusqu'à combien est-ce que le marché va payer demain. Ce n'est pas mon problème. Mais quel est le risque que je suis prêt à prendre? Au niveau de la pondération du portefeuille, je vais rester prudent. Ça sera moins d'1% de mon portefeuille. Mais je ne peux pas dire ici que Nvidia est surévalué. Le modèle qu'ils sont en train d'utiliser présentement, il est bon. Mais si les hyperscalers ralentissent, Nvidia va avoir tendance à souffrir. Le segment ACIE, c'est bien. Mais n'empêche qu'on parle également d'entreprises individuelles qui ont également certains impératifs. Les éléments les plus solides, c'est peut-être l'intelligence artificielle souveraine ici. Par exemple, des pays ou bien des régions géographiques. Peut-être que l'Union européenne peut décider de faire sa propre IA, ce genre de choses-là, ses propres data centers. C'est différent. Ils ont une tendance ici à investir sur du long terme. OK? Bref, voilà à peu près comment je vois les choses en date d'aujourd'hui. Ça ne me sert à rien de parler de dividendes, faites ce que vous voulez, rachat d'actions, machin, truc, tout ça. Je pense que vous êtes... voilà, on va laisser ça aux autres ici. Mais pour Nvidia, en date d'aujourd'hui, pour moi, je trouve que le prix actuel est correct. Correct ne sous-entend pas que c'est surévalué. OK? Ça veut dire que ça pourrait être intéressant à en avoir aujourd'hui, mais on se protège en termes de pondération. Si ça dure, tant mieux. On continue à observer. Voilà les CPU qui arrivent. Nvidia nous prouve encore une fois que vous aviez tort. La façon de voir les choses par rapport au roadmap ici, c'est intéressant. Et ça, si vous lisez à peu près sur les concurrents, vous allez comprendre. Parce qu'ils planifient en fonction des sorties d'NVIDIA. Ça ne vous dit pas quelque chose? Lisez, les amis. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous raconter ça. Bref, je remercie tous ceux qui nous ont permis d'atteindre le 8% date d'aujourd'hui. D'accord? On peut aller plus loin que ça très rapidement. Ok? Nous sommes le 22 du mois de mai. On aurait dû être à 20%. Ok? Il nous reste à peu près, disons, 80 jours encore. Montrez-nous que 15... Voilà, on a juste besoin de 600 personnes qui paieront le prix minimum. 600, c'est juste ça. Pas plus que ça. Ok? Sur plus de 15 000 abonnés, vous êtes où? C'est maintenant qu'il faut soutenir la chaîne. C'est maintenant que je veux vous voir. Ok? C'est à ce niveau-là que c'est maintenant qu'il faut montrer à quel point vous aimeriez que Top Invest s'améliore. Et quand je parle de s'améliorer, ici, vous irez voir à peu près qu'est-ce que je prévois faire derrière. Ok? Parce que ce que je fais ici en date d'aujourd'hui, voilà, on pourrait faire mieux que ça. D'accord? On pourrait faire mieux que ça. Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Et sinon, pour ceux qui détiennent du Nvidia ici, pour moi, je ne vois aucune... Voilà, je ne dirais pas que c'est... Les chiffres du trimestre passé étaient très bien. Sauf que les gens sont habitués à voir, ah, Nvidia a fait de bons résultats, on doit avoir du 20% en croissance. Non, pas du tout. Actuellement, aujourd'hui, ça va être correct. Les entreprises qu'il faut regarder, ce sont les vendeurs de serveurs, là. Les Dell, les HPQ, oui, Hewlett Packard, même si Hewlett Packard au niveau des mémoires, ça va être un peu compliqué. Ouais, vous pouvez aller regarder ça, ce type d'éléments-là. Mais bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Ok? Vous avez des questions? Tout est en description de la vidéo dans le groupe School. Merci, au revoir.